D'accord. Nous avons décidé de construire ensemble, avec Soulager mais pas tuer, un mouvement unitaire d'explication, de résistance. C'est une chaîne de solidarité sociale qui seule peut contrer la culture de l'euthanasie. C'est possible grâce notamment au développement des soins palliatifs, mais pas seulement. Oui, les soins palliatifs doivent être protégés de la dérive euthanasie. C'est pour nous un non-sens, une absurdité, un scandale même, que d'affirmer, comme nous l'avons entendu, que l'euthanasie serait l'ultime soin palliatif croissant. On commence par euthanasier des personnes majeures dont on dit qu'elles nous ont demandé, et sans être en mesure de pouvoir vérifier tout est fait pour les soulager. Puis on continue en euthanasiant des personnes qui ne sont pas en fin de vie. Ne devons pas laisser les personnes fragiles se faire exclure par des lois qu'on dira compassionnelles, alors qu'elles feraient basculer notre pays vers l'exclusion des plus vulnérables. Je soutiens Soulager mais pas tuer, le mouvement qui plaide pour que les personnes malades, dépendantes ou âgées en fin de vie ne subissent en France ni euthanasie, ni suicide assisté, mais soient accompagnés et respectés avec considération. Cette attention bienveillante aux plus fragiles en fin de vie est source de richesse et de réconciliation. Ne touchez pas aux intouchables. Soulagez-nous, mais ne nous tuez pas. Quelle violence faite aux humiliés, à la vie aux extrémités. Cet appel de Philippe Pozzo di Borgo, son cri même, pousse le mouvement Soulager mais pas tuer à lancer haut et fort aux Français un appel à se mobiliser et à nous soutenir. Les Français pourront signer et faire signer largement autour d'eux cet appel par écrit et via le site internet. Je vais vous raconter un peu comment s'est créée notre association. C'était il y a quelques mois, en parlant avec des amis étudiants de nos stages, de ce qu'on voyait à l'hôpital. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de situations face auxquelles on se sentait assez démunis. Et on se disait, si j'étais le médecin qui devait prendre la décision, qu'est-ce que j'aurais fait? Sur quoi je me serais appuyée? Qu'est-ce que dit vraiment la loi? On s'est rendu compte qu'on était finalement assez peu formés à prendre ce genre de décision. C'était aussi au moment où Europe Écologie des Verts faisait une proposition de loi au Sénat. Et on avait en tête la proposition 21 du président Hollande. Donc ça nous a fait réfléchir et on s'est dit, bon c'est un peu grave, il faut qu'on fasse entendre notre voix parce que voilà, on veut être la main qui soigne et pas la main qui tue. C'est comme ça qu'est né notre mouvement, qui demande une amélioration de la formation des étudiants en médecine et qui refuse avec détermination l'euthanasie et toute forme d'acharnement thérapeutique. C'est ce que permet la loi Leonetti, nous on demande de la connaître et de la voir appliquée. Aujourd'hui, on est environ 600 étudiants de médecine à travers toute la France à avoir rejoint l'association. On a au moins un représentant dans chaque fac de France et on travaille notamment avec l'espace éthique des hôpitaux de Paris, avec l'ordre des médecins qui nous a assuré de leur soutien, avec des associations d'étudiants, des associations d'accompagnement en soins palliatifs. Et on a donc été sollicité pour une contribution parlementaire par messieurs Leonetti et Claes pour faire le point sur notre formation et proposer des actions concrètes pour l'améliorer. Alors, si on refuse aujourd'hui l'euthanasie, le suicide assisté et la sédation terminale, c'est parce qu'on pense que face à la fin de vie, nos positions elles doivent être prudentes, mesurées et même courageuse, parce que courageuse quand il faut rester avec son patient jusqu'au bout, être présent et pas l'abandonner à son désarroi. J'attire votre attention sur la distinction capitale qu'il faut faire entre sédation en phase terminale et sédation terminale.
la sédation en phase terminale, elle reprend un peu le titre du collectif, soulager mais pas tuer. C'est-à-dire qu'on a une tolérance zéro envers la douleur, et quand le patient, bien qu'on ait tout essayé, souffre encore, et ben avec son accord, on peut l'endormir en utilisant des médicaments puissants, en acceptant le risque d'atteindre sa mort. Mais notre intention est vraiment de le soulager. En revanche, dans la sédation terminale, on assume clairement le fait de vouloir abréger la vie. Donc pour nous, c'est très dangereux, c'est une sédation euthanasique, mais qui ne dit pas son nom. Et donc c'est un point sur lequel il faudra être vigilant dans les jours à venir. En effet, pour nous, le médecin ne peut pas donner la mort. Donner la mort ne peut pas être un acte de soin. Si on s'est lancé dans ces études, c'est pour être auprès de nos patients, pour les soulager physiquement, les soulager leur détresse psychique aussi, être présent, prendre le temps de la discussion collégiale, et c'est pas pour les abandonner à leur désarroi. On veut aider le patient et ses proches à aborder au mieux et le plus sereinement possible la fin de vie. Comment est-ce qu'on agit concrètement ? On organise des conférences dans les différentes villes où on est présent. On rencontre nos doyens de faculté, nos professeurs, nos chefs de service, nos parlementaires, pour vraiment leur faire entendre notre voix et notre volonté d'être présent dans le débat. Si on a choisi aujourd'hui de rejoindre le mouvement Soulager mais pas tuer, c'est parce qu'on a un combat commun, on a les mêmes idées et on veut devenir un acteur majeur dans le débat. Et aussi, ce qui nous a plu, c'est que chacun a ses spécificités. Il y a à la fois des soignants, des patients, des bénévoles, des gens qui font de l'écoute. Et du coup, chacun avec notre angle de vue différent, on apporte vraiment une contribution à ce débat. Moi, j'aime la vie et je la défends. Alors, je suis atteinte de spina bifida. Alors, je crois que si on écoute un peu les médias, je crois que la plupart d'entre vous ont entendu parler de ce très bel événement qui a eu lieu il y a quelques mois, mais dont on parle que maintenant, l'intervention chirurgicale in utero d'un enfant atteint de spina bifida. Pourquoi cette intervention ? Pour améliorer la santé de cet enfant, de cette petite fille en l'occurrence, qui est née, et qui est née un peu plus tôt que prévu, mais parce que voilà, et c'était important pour elle. Mais on dit, les médecins le disent, qu'elle va bien et que effectivement il y a plein d'espérance dans ça. Alors moi j'ai pas eu cette chance-là, mais j'ai la chance de marcher, j'ai la chance d'être heureuse de vivre. Alors soulager mais pas tuer. Oui, soulager. Soulager c'est quoi ? C'est accompagner, c'est aimer, c'est entourer. C'est soigner aussi, évidemment, soulager. Mais tuer, à quoi ça sert ? Comme le dit Philippe Pozzo di Borgo, il le crie, lui. Moi, je vais le crier autant que lui. Pourquoi nous supprimer ? Pourquoi vouloir que nous ne soyons pas avec vous ? Nous avons autant de désir et de bonheur à vivre que vous, même si effectivement c'est un peu différent, mais on est tous différents. Quand on a un handicap, on est un peu plus différent et puis on passe pas inaperçu peut-être, mais peut-être que du coup on nous reconnaît et comme ça on n'est pas forcément un numéro comme ça, voilà. Ça peut être des avantages, ça peut être un inconvénient aussi, mais c'est pas grave, ça il faut l'assumer, voilà. Et oui, 100% vivant, même, je pense vraiment à des tas d'enfants que je connais, des adultes que je connais aussi, qui n'ont pas cette chance de pouvoir parler. Donc, j'allais dire, je parle en leur nom, en disant que même s'ils n'ont pas la parole, même si aux yeux de notre société, ils ne servent à rien, si ils sont là et ils sont. Et rien que le fait qu'ils soient, eh bien, c'est important. Et leur présence parmi nous, je peux vous dire qu'ils sont vecteurs d'une humanité. Ils sont vecteurs d'un amour et d'une découverte de l'autre. Et ça, rien que ça, eh bien, c'est essentiel. Donc 100% vivant, j'aime cette
ces deux mots, enfin ces trois mots en l'occurrence. Et voilà, j'ai cette chance de pouvoir vous dire que c'est parce que quand on est aimé, quand on est entouré, quand on est aidé, la solidarité. Aujourd'hui, on est dans un monde où on voudrait que la personne qui a un lourd handicap soit complètement indépendante, etc. Donc on sollicite plein de technicité. Mais du coup, beaucoup d'entre elles ont cette possibilité, mais se retrouvent seules. Et je crois que reconnaître qu'on a besoin les uns des autres, mais j'allais dire qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un handicap physique pour avoir besoin les uns des autres. C'est vrai qu'on est dans un monde très individualiste, et je crois que nos amis qui ont un handicap et qui ont vraiment besoin des autres peuvent faire que cet individualisme casse. Et ça serait vraiment beau qu'on puisse se dire, ben voilà, le contraire de ce que l'on dit dans les médias, ben les personnes qui ont un handicap, finalement, elles cassent une mentalité qui est cet individualisme. Que face à la tentation de l'euthanasie, ma vie est belle et volontaire d'être vécue si elle est accompagnée. Et c'est vrai que l'homme face à la souffrance ne peut pas rester seul. Et pour moi, les soins palliatifs sont la seule réponse à cette question de la souffrance. Parce que moi quand j'ai une présence à mes côtés, une part de ma souffrance disparaît. Bien sûr. Et moi, face à la tentation de l'euthanasie, je me pose une question. C'est-à-dire, pourquoi ma vie serait moins digne au soir de ma mort? Pourquoi? Ce qui est indigne, c'est de ne pas accompagner la vie, de nous laisser seuls face à la souffrance. Et pour moi, l'euthanasie, c'est pas la réponse. Parce que l'homme est un être de relation. Il a soif de relation jusqu'au dernier moment. Et il ne faut pas nous voler ces derniers moments. Et pour reprendre les mots de Philippe Pozzo-Di-Borgo, qui a eu une magnifique interview dans l'Express, dans Ouest France, ne réduisons pas la dignité à la dignité d'apparence. La dignité est intrinsèque à l'homme. Il va avoir 26 ans la semaine prochaine, qui est dans un état aussi relationnel. Nous sommes 6 frères et sœurs à l'entourer, en plus de nos parents qui sont bien présents aussi. Et on l'a accueilli depuis cet été à la maison. Donc on a eu des aménagements à faire dans la maison pour l'accueillir le mieux possible. Et je voulais insister sur le fait qu'il faut les accompagner, ces personnes-là, vers la vie plutôt que vers la mort. Donc ça va ne faire que rebondir sur ce que viennent de dire 100% vivants. Et je crois que c'est très important. Comme disait Mère Teresa, le meilleur calmant, c'est l'amour. Je crois que c'est le plus important. On peut essayer d'estomper leur souffrance physique, même si on ne peut pas les éliminer complètement. En revanche, il faut accompagner. Et je crois que l'accompagnement moral, la présence auprès de ces malades est très important. Voilà. Les aimer, être présents. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le temps, qui auraient le temps d'aller visiter des malades. C'est pas facile. C'est impressionnant, mais ils ont besoin d'amour. Et on a besoin de leur amour aussi. Ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux. Voilà, je n'imagine pas la vie sans Jean-Baptiste. Il est là, c'est sa vie, avec ses souffrances. Et il nous apporte beaucoup de joie. Et voilà, on va pas l'aimer par ceux qui nous apportent, mais par ce qu'on peut lui apporter et par la vie qui est en lui. Des soins palliatifs contre l'euthanasie est né d'une prise de conscience de l'inquiétude des soignants, de l'inquiétude des patients, de l'inquiétude des intervenants en soins palliatifs. Voilà, nous sommes inquiets parce que nous nous sentons menacés dans notre profession
Et parce que qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit que l'euthanasie serait l'ultime soin palliatif, on nous dit que le droit à la sédation serait une solution, on nous dit que l'euthanasie serait une manière de développer les soins palliatifs. Et ça, il nous semble que c'est vraiment très grave, comme si la toute-puissance médicale pouvait empêcher le côté rude et naturellement douloureux de la mort, de l'ultime séparation. Voilà, alors nous réunissons des soignants, des intervenants en soins palliatifs auprès de personnes en fin de vie, et nous nous mobilisons, voilà, contre l'euthanasie, tout simplement. Alors évidemment, en tant que psychologue, j'ai tout à fait conscience que les soins palliatifs sont un domaine extrêmement exigeant en temps, exigeant en équipe, une équipe conséquente et solide, exigeant en moyens. Et effectivement, il paraît que l'euthanasie serait une solution apparemment plus facile et plus simple. Mais le geste de tuer a des conséquences très graves, et moi j'en suis témoin là, dans les endroits où j'ai pu travailler. Ça a des conséquences très graves, d'abord pour le patient, à qui on vole une période de maturation extrêmement précieuse, de maturation personnelle, de maturation familiale. Évidemment, la période des fins de vie est entrecoupée de moments très rudes, très difficiles, mais ces moments peuvent être dépassés avec l'écoute et la persévérance des soignants. Voilà. Il se passe de très belles choses en soins palliatifs, j'en suis témoin. Deuxièmement, les conséquences pour la famille, des conséquences à long terme, des conséquences avec la trace d'un geste violent, des traces de culpabilité. Et des conséquences pour les soignants, et j'allais dire pour notre société tout entière, pour nous tous. Notre société se dénature si elle commence à exclure, en tuant, des personnes vulnérables qui devraient être accompagnées. Le rôle de notre société est de préserver la place de chacun. Voilà. Alors, si l'euthanasie est légalisée, insidieusement ou explicitement, qu'est-ce qui va se passer? On va l'entendre avec ce qui se passe en Belgique tout à l'heure, mais il va sûrement se passer que les soins palliatifs vont arrêter d'être développés, d'être défendus. En tout cas, ils seront amoindris, la recherche va être amoindrie, les formations pour les soins contre la douleur seront aussi probablement tout à fait quasi nulles. Hein, on dira qu'on n'en a plus besoin. Et c'est grave, alors nous sommes très inquiets. Il nous semble, nous, soignants et intervenants auprès de personnes en fin de vie dans cette association, que les soins palliatifs ne peuvent se développer que si on refuse clairement, nettement, l'euthanasie en France. Seuls les soins palliatifs, les soins antidouleurs auprès d'une personne en fin de vie, jusqu'à sa fin de vie, jusqu'à son terme naturel, dans une vision globale de la personne, en refusant l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie. Seuls ces soins palliatifs peuvent venir éteindre les demandes d'euthanasie, et ça vraiment j'en suis témoin aussi. Il nous semble vraiment que le geste de tuer ne vient pas respecter la dignité de tout homme, tout simplement. Merci beaucoup. Ce moment, au fond, on le voit bien, est grave. Nous sommes à 2 pas de l'Assemblée nationale. Et hier, il y a eu plusieurs annonces. Il y a eu un colloque avec le député Massonneau des Verts qui a annoncé une niche parlementaire de son parti pour le mois de janvier, fin janvier, le 28 je crois, et elle annonce que ce sera vraiment une proposition de loi explicitement pour l'euthanasie. Elle a même dit qu'elle était, quant à elle, favorable à l'euthanasie pour les enfants, même si la France n'y est pas encore totalement prête. Et puis d'une manière explicite aussi, le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, s'est prononcé pour l'euthanasie et le suicide assisté. De manière plus insidieuse, je ne sais pas si c'est parce que justement ils ont peur de ces mots ou si c'est pour nous empêcher de mobiliser. Alain Claes, dans une interview assez explicite, j'ai quelques extraits, s'est prononcé pour ce qu'il appelle l'aide à mourir. Et je le cite, par la sédation profonde et terminale jusqu'au décès dans un délai non déraisonnable. Un délai non déraisonnable, ça veut dire vite, et il s'agirait ni plus ni moins qu'une euthanasie masquée qui ne dirait pas son nom. Le Premier ministre, Manuel Valls, lorsqu'il a été désigné il y a quelques mois, avait promis que le débat sur la fin de vie serait consensuel.
eh bien je crois que nous sommes là, tous ensemble réunis, et bien d'autres que nous rejoindrons, au-delà de nos différences, au-delà des divergences que nous pouvons avoir sur d'autres sujets, nous sommes là pour que cette loi, eh bien, ne se passe pas dans le consensus, que nous puissions mettre l'exécutif devant ses responsabilités, et je le dis haut et fort, est-ce qu'il veut faire naître un grand mouvement social de ceux qui vont s'unir, qui commencent à s'unir aujourd'hui pour protéger les plus vulnérables et les plus fragiles. Je ne dirai rien sur le fond du sujet parce que tout a été dit ou sera dit par d'autres intervenants qui sont compétents dans tous ces domaines et qui sont témoins eux-mêmes. Et je crois que, chers amis, qu'aujourd'hui, dans 60 villes de France, est en train de naître une résistance avec un énorme travail d'explication. Et ce travail, j'en ai terminé, est synthétisé par ce que nous portons tous, soulager mais pas tuer. Les Français croient pour beaucoup d'entre eux qu'il faudrait choisir, et c'est les sondages qui le leur proposent, entre mourir sans souffrir et continuer de vivre dans des souffrances insupportables. Voilà le choix truqué qui les piège. Notre réponse, c'est soulager, protéger, accompagner, sans tuer. Donc ne jamais dire qu'il n'y a plus rien à faire, il y a toujours à faire. Il y a donc d'abord pour nous à nous lever, à nous rassembler, à mobiliser, à expliquer, et le moment venu, s'il le faut, à descendre très nombreux dans la rue. Merci. Et nous nous mobilisons aujourd'hui pour poursuivre la réelle mise en application de la loi Leonetti actuelle et pour refuser l'euthanasie, quelles qu'en soient les modalités. En effet, nous pensons en tant que soignants que seule une médecine qui accompagne jusqu'au bout la personne souffrante et vulnérable et se refuse à vouloir provoquer intentionnellement la mort, cette médecine doit être en mesure de préserver la confiance entre les soignants, ceux qu'ils soignent et leurs proches. La confiance est nécessaire aux soins, je dirais même indispensable. Autoriser les soignants à répondre à la demande de mourir de quelques-uns nous met tous en danger. En tant qu'infirmière, il nous m'est arrivé récemment, et ça ne m'était pas arrivé auparavant, d'avoir des personnes inquiètes. Elles arrivent en soins palliatifs, c'est quelque chose qui est pas facile. Et ces personnes, on le sent dans leur regard, dans leurs inquiétudes, dans leur comportement. Ces personnes nous demandent ensuite, une fois qu'une relation de confiance est un petit peu établie, mais qu'est-ce qu'on va faire après ? Si je souffre, qu'est-ce qui se passera ? Je ne veux pas qu'on m'aide à mourir. Je veux qu'on m'aide à ne plus souffrir. Donc nous sommes là, nous soignants, pour soulager et pas tuer. Ça peut paraître évident, mais malheureusement, ça ne l'est plus. La loi doit permettre aux soignants de prendre des risques qui lui permettent de soulager un patient qui souffre et qui souhaite être soulagé. La loi doit préserver la confiance nécessaire aux soins, c'est-à-dire interdire formellement tout acte dont l'intention serait de tuer. C'est le cas de la loi actuelle. Nous devons par contre dénoncer les manques de formation, de moyens, qui ont parfois conduit certains soignants vers des actes qu'ils regrettent aujourd'hui. C'est jamais banal, une euthanasie. Voilà. Donc ensuite, qui sommes-nous pour que vous fassiez un petit peu connaissance? Donc notre association a été créée le 16 mai 2000. Convergence Soignants-Soignés est une initiative conjointe de professionnels de la santé et d'autres personnes qui se sentent concernées par la sauvegarde de la confiance entre soignants et soignés. Elle agit pour promouvoir les conditions d'une véritable confiance, encore ce mot si important, entre soignants et soignés. Elle prend des initiatives pour répondre aux questions que posent les évolutions techniques. Nous avons entendu tout à l'heure les étudiants en médecine qui disaient qu'ils n'étaient pas formés. Nous prenons aussi des initiatives pour répondre aux questions économiques et éthiques de la médecine et de la biologie. Depuis sa fondation, l'association a réalisé des forums éthiques, des conférences débats sur le thème de la fin de vie, du handicap, de la relation entre les patients et ceux qui les soignent. Et nous avons mis en œuvre des groupes de parole qui sont très importants entre les soignants et les soignés. Nous avons mobilisé nos membres à plusieurs reprises pour la promotion d'une médecine à visage humain. Nous avons lancé un appel qui s'appelait « Non à l'euthanasie, oui à une médecine à visage humain » qui a été lancé dès 2008 et qui regroupe maintenant, comme nous l'a dit tout à l'heure, 4400 professionnels de la santé. Voilà.
Donc notre porte-parole est le professeur Olivier Jonquet, qui est médecin réanimateur à Montpellier. Bonjour à tous. Alors d'abord, en tant que professionnel de santé également, je voudrais pointer une réalité qu'on voit sur le terrain. Moi, je vous dirais que la plupart des malades, enfin ceux qui sont soulagés, je dis la plupart parce qu'en fait, moi personnellement, j'en ai jamais vu d'autres. La plupart des malades, je disais, quand ils sont soulagés, ils ont envie de vivre jusqu'à la fin. Il faut savoir qu'il y a une demande de soins, une demande de prise en charge, une demande de soulagement. Il y a un appel à la vie extraordinaire chez les patients qui souffrent quand ils sont soulagés. Et s'il y a un questionnement, il ne vient pas des malades, il vient de l'entourage des malades. C'est l'entourage, la famille qui se pose des questions, pour qui la douleur et les souffrances sont intolérables. Et je pense il faudrait vraiment faire attention à ne pas associer la fin de vie des malades à un manque de dignité. Et il faut tout faire pour apporter des soins justes, proportionnés et équilibrés aux patients qui sont en fin de vie. Alors maintenant, en tant que représentante du comité protestant pour la dignité humaine, nous pensons que ce projet n'est pas un bon projet de société. Parce qu'à l'échelle des personnes, il crée un environnement menaçant autour du malade et de sa famille. Et cet environnement menaçant finira par impacter la relation de confiance entre les soignants et le malade, entre la famille et les soignants. Alors que dans un contexte de fin de vie, les malades, les familles ont besoin d'être rassurés, accompagnés, encouragés. Et à l'échelle de la société, nous pensons également qu'un projet d'euthanasie est un mauvais projet. Et nous regrettons que ce projet de loi influence insidieusement les mentalités. On entend de plus en plus souvent autour de nous un discours ambiant qui dit « je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être une charge pour ma famille ». Alors il faut dire et redire qu'on peut tout à fait soulager sans tuer. Ensuite, il faut s'inquiéter de cette vision des choses qui tend à présenter la personne humaine en fin de vie comme une charge. Ça, c'est une vraie question de société qui touche au fondement de notre humanité. À partir de quand devenons-nous une charge pour les autres? À quel moment, où est-ce que je mets le curseur? Selon quels critères? Selon la volonté du malade? Selon le coût de la pathologie? Selon l'âge du malade? Il y a beaucoup de questions. Et c'est un vrai risque de laisser s'installer une perspective économique qui forcément limitera, encadrera la prise en charge de la personne malade. On la voit venir, la dérive. Alors pour toutes ces raisons, nous, Comité protestant pour la dignité humaine, nous sommes engagés dans le mouvement Soulager mais pas tuer. En matière d'euthanasie en Belgique, il n'y a aucune volonté, aucun moyen de contrôler cette pratique. Une pratique qui, d'exceptionnelle, est aujourd'hui de plus en plus exponentielle. Alors, je vous pose une question et nous la posons tous, peut-être certains. Si nous pouvons soulager, si nous avons une volonté de nous investir dans des soins palliatifs de qualité, pourquoi tue-t-on en Belgique? Pourquoi l'euthanasie s'infiltre-t-elle dans nos services de soins palliatifs? Au nom de l'autonomie de la personne, au nom de la décision personnelle de mourir. Voilà donc les soignants au service de la mort. Ils sont, ces soignants, en tension perpétuelle entre leur vocation initiale et ce que l'on leur demande de faire. Le modèle belge de soins palliatifs intégraux doit tous nous poser question. L'euthanasie en Belgique est proposée comme étant l'acte ultime médical en fin de vie si
demandé par la personne. Oui, en Belgique, nous soulageons, nous pouvons soulager. Nous avons des soignants très qualifiés, mais voilà qu'aujourd'hui, ils sont amenés à répondre aux demandes de mort sans pouvoir, eux, les soignants, aller jusqu'au bout des potentialités du soin et du soulagement. Le tuer est entré dans nos mœurs, le tuer est entré dans nos mentalités comme la meilleure façon de mourir, de terminer sa vie. Et voilà donc que le soulager fait marche arrière. L'inventivité, la ténacité des soignants, propre aux soins palliatifs, est aujourd'hui en Belgique mise à mal. L'alliance thérapeutique, l'alliance patient-médecin est menacée et au-delà de la relation de confiance entre eux est vraiment mise à mal. Si notre volonté de soulager est amputée par les demandes de plus en plus nombreuses d'euthanasie, notre aptitude à soulager sans tuer risque vraiment de manquer de souffle et d'ambition et de moyens et de volonté politique. Et cela se voit déjà aujourd'hui dans la formation des soignants en soins palliatifs. Or, chers amis français, le progrès de notre société, le progrès et les avancées technologiques ne nous autorisent pas à être médiocres dans le soulager. Nous avons besoin d'être compétents, excellents en soins palliatifs. L'euthanasie en Belgique constitue aujourd'hui une menace silencieuse, rampante, non seulement pour les malades, pour les soignants, mais pour nos familles. L'exemple de cette grand-mère qui, le dimanche midi à table, entendait ses enfants vanter l'euthanasie de telle ou telle voisine, je vous dis que cette grand-mère s'est sentie poussée dans le dos à demander l'euthanasie. Notre vivre ensemble a besoin de mains et de visages qui soignent, qui touchent, qui cajolent, qui sont compétents. Nous avons besoin de mains, d'hommes et de femmes qui se dévouent pour soulager, non des mains pour tuer. Merci aux soignants qui, sans compromission, nous soulagent et déploient leur ingéniosité dans le prendre soin des personnes les plus fragiles. Et nous devons tous et chacun être à leur côté. Amis français, merci de votre mobilisation. Ne suivez pas le modèle belge. À l'instant même, donc, pensez-y et lancez sur le site internet l'appel pour tous les Français à soutenir l'appel donc à une culture palliative dans notre pays. Voilà. Et pour le mot de la fin, encore une fois, que Soulager n'est pas tuer rassemble contre l'euthanasie sous toutes ses formes, contre le suicide assisté.